malheureusement, il y a des choses qui sont incontournables. Et jusqu'à preuve du contraire, 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, c'est ce qui est en train d'arriver. Du tout. Mais donc si on a beaucoup d'argent, enfin beaucoup, un peu d'argent, vaut mieux le sortir, investir, je sais pas, dans un appart, enfin acheter du concret. Non, parce que je vous ai dit, l'immobilier... Ah oui, l'immobilier, oui, ça va être mort aussi. Bah, on est foutu alors. Ben, c'est compliqué. Non mais c'est vraiment compliqué. Le problème il est là, c'est qu'on est arrivé à un tel point que ça devient extrêmement compliqué. On n'est pas... avant c'était facile, je veux dire, vous aviez des cycles qui étaient bien définis, on savait qu'on allait avoir une récession, mais qu'après la récession ça allait repartir. Bon, c'était assez simple, hein, les choses étaient assez simples, et on savait que, évidemment, dans une récession, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait acheter des obliques, vendre des actions, voilà, c'était quand même assez bien dessiné et assez simple. Alors on complexifiait à loisir pour avoir l'air beaucoup plus intelligent et pour vous piquer des frais de gestion, mais sinon, les choses étaient assez simples. Maintenant, ça devient extrêmement compliqué. Alors soit on fait semblant de rien savoir et de rien comprendre et on dit aux gens mais continuez exactement comme avant, tout va bien, la vie est belle, etc. Et pendant ce temps-là, vous gavez un peu plus de frais de gestion. Pendant que vous pouvez, et puis, ou alors vous jouez réellement le jeu de défendre le patrimoine des clients et vous leur dites la vérité. La vérité, c'est que ils sont gravement en danger. Voilà, c'est tout. Après, alors vous pouvez dire, Delamarche, ça fait 2 ans qu'il dit ça, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai pas la date. Si j'avais la date, je suis pas Madame Irma, hein, j'ai pas la boule de cristal. Je n'ai pas la date. Tout ce que je sais, c'est que quand vous allez vous prendre le mur, parce que vous allez le prendre, ça c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un doute sur la date à laquelle ça va arriver, mais vous allez vous prendre le mur. Et malheureusement, se prendre le mur, ça va pas être juste une petite rayure sur le côté, vous allez vous le prendre pleine face, et pleine face durement. Donc voilà, et après, moi je veux bien qu'on me dise je suis suffisamment malin pour sortir la veille. Il y en a plein les cimetières des mecs malins. Voilà. Donc, parce que, alors il y en a pas mal qui nous disent, justement, est-ce que tout ça ne serait pas dû juste à la création monétaire par rapport à cette fameuse loi de 73 qui a donné aux banquiers privés le droit de s'occuper de cette création monétaire à la place de l'État? Non, alors je vais vous dire, il faut arrêter de taper sur Giscard, vous voyez pour rien, et sur Pompidou. Le problème, il n'est pas là. D'abord, le problème, il est mondial. Hein, la loi de 73, elle est française. Hein, oui, mais ça s'est mis dans les traités européens quand même. Oui. Enfin, aujourd'hui, ce qui se passe, ça vient quand même en grande partie des États-Unis et du Japon et pas que de l'Europe. Oui. Donc, il faut arrêter de se regarder le nombril. Hein, c'est pas ce qui se passe en France qui a changé quoi que ce soit. Donc, c'est le grand responsable de tout ça n'est pas la loi de 73. En revanche, ce qui s'est passé sur les banques, ce qui se passe depuis 40 ans où on a 2000 qui rentrent et 4000 qui sortent, c'est juste pas tenable. On le sait, on ne l'a pas découvert hier. Et c'est pas la loi de 73, c'est qu'on a dépenser beaucoup plus qu'on ne gagnait. Et que ça, à un moment, malheureusement, il faut le payer. C'est-à-dire, vous pouvez pas, vous êtes un ménage, vous gagnez 2000 € par mois et vous en claquez 4000, pensez pas que ça va durer toute la vie. Il y a un moment où vous allez vous faire rattraper. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. On a, parce qu'il fallait compenser une croissance qui était en baisse, d'accord, l'État s'est mis à beaucoup plus dépenser que ce qu'il gagnait.
À un moment, ça coince dans un ménage, ça coince dans un État, etc. Et on a voulu gonfler artificiellement une croissance qui n'existait plus, et on l'a gonflée par quoi? Par de la dette. Et aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé. Et à un moment, ce truc-là ne tient plus. C'est tout. Vous n'avez plus de croissance qu'on appelle la croissance organique. Vous avez une croissance qui est due simplement à l'excès de dette et au leverage que font les banques pour vous fournir cette dette. Donc voilà, point à la ligne. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas aller chercher. C'est aussi très français, ça. C'est qu'il faut aller chercher un coupable. Le coupable, c'est les États qui ont trop dépensé, c'est un système qui a été basé sur la dette, et c'est des banques qui sont en plein délire. Voilà. Point. Après, il n'y a pas besoin d'aller chercher la responsabilité de Giscard, c'est ridicule. Si c'est mondial. C'est mondial. Et si on revient en France, imaginons, voilà, l'euro éclate, on revient aux monnaies nationales. On nationalise la Banque de France et puis on en revient, on n'a plus besoin d'emprunter. Ça veut dire quoi, nationaliser la Banque de France? C'est-à-dire la Banque de France, elle est pas, c'est pas l'État? Alors, c'est quoi la Banque de France? Je précise. C'est une banque privée? Non, je précise. C'est-à-dire, on nationalise la création monétaire. C'est-à-dire qu'on retire au marché privé le droit d'emprunter. En fait, l'État s'emprunte lui-même, comme il faisait avant, quoi. Et comme ça, on est libre. Il n'y a plus de dette, là. Ça veut dire quoi, l'État s'emprunte lui-même? C'est-à-dire, si j'ai besoin d'1 milliard, je vais voir la Banque de France, je lui demande mon milliard, et j'ai pas besoin de payer des intérêts sur ce milliard. Attendez, vous allez demander 1 milliard à la Banque de France. Ouais. Bon. C'est qui la Banque de France? C'est qui l'État? C'est vous. Ouais. D'accord. Et le milliard, vous allez le sortir d'où? Il le crée. Il le crée. Comme le banquier. C'est bien le problème, c'est qu'il le crée. Pareil. Mais c'est qu'il le crée. C'est justement là le problème, il est là. Parce que le banquier, il n'est pas que ce soit le banquier ou que ce soit la BCE ou que ce soit l'État. Le problème, c'est qu'il y a 1 milliard de créé qui est une dette. Ouais. Qui est votre dette. Ouais. D'accord? On vous a demandé votre avis, vous avez envie d'être endetté d'1 milliard, vous? Non. Et après, il ne faudra pas le rembourser, le milliard? Si, il faudra le rembourser, mais sans intérêt. Sans intérêt. Et alors, qui va vous l'acheter, votre dette? Moi-même. Comment ça? D'accord. Alors en fait, j'ai besoin de pognon. Demain, tiens, j'ai envie de m'acheter une Ferrari. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais marcher mon imprimante à billets. Je photocopie un petit billet de 500 € et j'en photocopie le nombre qu'il faut et je vais m'acheter ma Ferrari. C'est comme ça que ça se passe. C'est super comme truc. Mais on va tous le faire alors. On va tous imprimer nos billets. Ouais, mais là, on va emprunter des billets imprimés, mais sauf qu'on paye des intérêts dessus. Et des intérêts, c'est quoi? C'est le salaire du banquier. Mais c'est le salaire du banquier. Quand votre livret A vous rapporte du 2%, ça vient d'où? C'est ce que oui. Ça vient des intérêts qui sont payés par le débiteur, au créancier. Pourquoi voulez-vous que j'achète votre dette? Je suis un étranger, je suis un particulier. Pourquoi voulez-vous que je vous prête de l'argent s'il n'y a pas d'intérêt? D'où l'intérêt. Juste, je vais rien dire sans jeu de mots, mais d'où l'intérêt de le faire soi-même, justement, pour pas qu'il y ait d'intérêt. C'est-à-dire, si je suis l'État, j'ai besoin d'1 milliard, je vais voir ma banque, elle crée le milliard, elle me donne 1 milliard, moi je lui rembourse 1 milliard. Mais quand je vais voir, là je suis obligé d'aller voir Monsieur Rothschild, lui il me prête 1 milliard, mais il me demande 1 milliard et 300 millions en plus. Donc déjà je dois trouver 300 millions pour lui rendre aussi ce milliard. Parce que c'est le coût du risque, c'est le coût de l'argent. Voilà, c'est le coût de l'argent. Donc ça veut dire là, ouais, mais justement, c'est pas paradoxal que l'argent ait un prix. Non, ça n'a rien de paradoxal. Vous avez un risque. Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous avez le risque qu'il ne vous le rembourse pas. Ouais. D'accord? Ce risque, il faut bien que vous l'évaluiez d'une manière ou d'une autre. C'est le coût du risque, c'est l'assurance contre le risque que vous prenez à prêter de l'argent à quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr qu'il va vous rembourser. C'est ça un taux d'intérêt. C'est pas autre chose. Oui, mais
Ouais, mais c'est pas, c'est pas justifié. Mais quoi, c'est pas justifié, enfin parce que M. Rothschild, lui, fait quoi? Il fait rien de plus que l'État. C'est pas M. Rothschild, non, mais je prends l'exemple dans l'absolu. Le système est le même dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, que ce soit la Banque centrale ou que ce soit les banques commerciales, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune différence. Peu importe. Que ce soit la Fed qui imprime les billets, oui, ou que ce soit une banque commerciale qui imprime les billets, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Américains, ils sont autant dans la merde que nous, voire plus. Donc je vois pas c'est pas un sujet. Vous ne pouvez pas dire elle est privée, la Fed, elle est pas nationale, c'est pas une banque nationale. Mais arrêtez avec ça. Elle est privée, la Fed. Mais c'est des conneries. Mais c'est des conneries. C'est le grand complot, etc. Non. La Fed, oui, elle est privée. Il y a eu des intérêts privés au démarrage de la Fed. Il y a eu des intérêts privés de certaines banques privées. D'accord, mais la Fed aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est dépendant du Trésor américain. Point barre. Donc arrêtons des fantasmes de ridicule en disant ah bah tiens demain les banques centrales vont imprimer autant de billets qu'elles voudront et tout ça va se faire à taux zéro, etc. Mais c'est des conneries. Enfin, je veux dire, quand on connaît un peu les systèmes c'est une aberration. Quand vous empruntez de l'argent, vous avez un prêteur et un emprunteur. D'accord ? Si vous ne rémunérez pas le type qui vous prête de l'argent et qui prend un risque pour vous le prêter, eh ben, vous pourrez, oui, vous pouvez tourner en circuit fermé à imprimer vos billets, mais à ce moment-là, on peut tous aller imprimer des billets. On peut tous aller le faire. C'est à ça que ça revient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, vous avez besoin de vous acheter quelque chose, un immeuble, une maison, un machin, etc. Bah, vous faites tourner votre planche à billets, puis vous allez vous acheter. Mais c'est quoi la valeur de la monnaie à ce moment-là ? C'est quoi la valeur de la monnaie à ce moment-là ? Bah, la valeur de la monnaie, de toute façon... C'est zéro. Oui, c'est zéro, mais même à l'heure actuelle, c'est la même chose. Oui, mais c'est pour ça que c'est remplacé une connerie par une autre connerie. Enfin, ça ne sert à rien. Bah parce que là, moi je vous assure que beaucoup de gens se disent... Mais beaucoup de gens disent des conneries toute la journée, je vous assure. C'est monumental. Oui, mais on trouve ça choquant que que les banques privées elles aient ce droit à la création monétaire. C'est quand même un droit régalien normalement. C'est pas des banques privées de s'occuper de ça. Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? La BCE, c'est la banque des banques. Bon, bah voilà. Quel est le crétin qui a pu imaginer qu'on puisse, que ça allait changer le monde, de donner le droit à la BCE de le faire par rapport à une banque privée ? Rien. Les Allemands sont pas d'accord sur ça, parce que ça implique trop de responsabilités, justement. Les Allemands, ils sont pas d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont une rigueur budgétaire, ils voudraient pas que les Espagnols dépensent trop, etc. Enfin, il y a trop d'intérêts divergents. Quel est le rapport avec le fait de donner à la BCE le droit d'imprimer des billets ? Aujourd'hui, je suis désolé, la BCE, elle est où la BCE ? Elle est à Francfort, non ? Voilà. Justement, pour bien surveiller ce qui se passe. Oui, mais c'est bien un système donc qui convient parfaitement aux Allemands. Ouais. Ce que ne veulent pas les Allemands aujourd'hui, c'est que on fasse marcher la planche à billets. Ouais. Et justement, que la Banque Centrale Européenne fasse marcher la planche à billets. Oui. Et la fasse marcher comment ? Par l'intermédiaire de QE. Donc, n'allez pas me dire que les Allemands sont contre le système aujourd'hui qui consiste à donner aux banques la possibilité... Ah non, j'ai pas dit qu'ils étaient contre. Non, j'ai dit qu'ils étaient contre justement le fait que la Banque Centrale Européenne puisse avoir le droit d'émettre comme ça des grosses quantités. Heureusement qu'ils sont contre. Parce qu'eux, ils ont une rigueur, et puis on sait qu'il y a d'autres pays, ils seraient moins regardants. Mais heureusement qu'ils sont contre, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe quand vous imprimez des billets, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous imprimez des billets à tort et à travers, ça se finit malheureusement toujours de la même façon par la chute de la monnaie. Ça veut dire, derrière, de ce qu'on appelle de l'hyperinflation. Et ça, les Allemands, ils n'en veulent pas, et ils ont bien raison. Oui, parce qu'ils ont connu cette crise-là chez eux. Ils ont connu cette crise-là, ils n'ont pas envie que ça recommence. Et ils ont bien raison.
Je le répète. Parce que là, on me donne... Voilà. Si vous avez demain votre billet de 500 € qui vous permet d'acheter une allumette, ça va pas vous faire rire. Voilà. Là, on me donne l'exemple, par exemple, de l'Islande, qui a... L'Islande, mais là... Alors, c'est vrai, c'est un petit pays, mais ils ont refusé de payer leurs dettes. C'est toujours la même chose. Enfin, alors moi, je reçois des mails quasiment quotidiens sur « Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme l'Islande ?» Alors, réponse, parce que l'Islande est une île sur laquelle il y avait 300 000 gugus, ce qui représente même pas un arrondissement de Paris, et que vous ne pouvez pas transposer ce qui s'est passé en Islande à un pays comme les États-Unis, comme l'Europe, ou comme le Japon. Voilà. Ce qui marche pour 300 000 gugus ne marche pas pour des milliards de gugus. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Pourquoi ça, c'est pas non plus, c'est un peu une assertion de dire ça quand même, non? C'est parce que je veux dire Alors, attendez, je vous explique tout simplement. Ok. Vous me devez 1 000 €. Je vous annule votre dette. Est-ce que vous pensez que ça va me mettre en danger? Non. Vous me devez 1 milliard d'euros. Je vous annule votre dette. Est-ce que vous pensez que ça va me mettre en danger? Non. Vous me devez 1 000 milliards d'euros. Vous annulez la dette. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes cuit. Tout. Donc c'est une question de proportion. Vous avez la Société Générale qui hier avec Kerviel perd 5 milliards d'euros. Ça fait mal, mais c'est gérable. D'accord? C'est parfaitement gérable. Demain, la Société Générale perd 1 000 milliards d'euros. C'est plus gérable. Voilà, c'est tout. C'est donc une question de proportion. Ce qui est faisable à toute petite échelle sur l'Islande n'est pas faisable à grande échelle sur un pays majeur. Voilà. C'est tout. C'est pas compliqué à comprendre. Hein. Mais si c'est des mathématiques pures. Enfin, c'est de l'arithmétique pure. En gros, d'un côté, on pourra pas payer la dette puisqu'elle est trop élevée. Enfin, en gros, on pourra jamais la payer de toute façon si on continue comme ça. Donc on est un peu dans une impasse. On peut pas payer la dette. Et vous me dites que même si on revenait à ce système de, on va dire, de création monétaire publique, vous me dites, ça nous sortirait pas de l'affaire non plus parce qu'on serait dans la même merde, en gros. Hein. Non, mais aujourd'hui, vous avez un stock de dettes. Qu'est-ce que vous en faites? Vous l'annulez? Si je reviens à la monnaie, imaginons nationale. Vous l'annulez là, aujourd'hui. Vous avez 2700 milliards de dettes en France. Ouais. Qu'est-ce que vous en faites? Moi je l'annulerai. D'accord. Je ferai un référendum. Je demande est-ce que vous voulez l'annuler ou pas la dette? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y en a partout de la dette. Vous faites quoi? Vous ruinez tout le monde. Ouais, on va se fâcher avec certaines personnes peut-être, mais... Non, vous ruinez tout le monde. Vous n'allez pas vous fâcher avec Monsieur Trucmuche. Vous allez ruiner tous les Français. Tous. Vous n'allez pas vous faire que des copains. En refusant de payer la dette, on va se ruiner tous les Français. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit qu'il y en avait partout de la dette. Oui, donc vous allez ruiner absolument tous les Français. Oui, vous n'allez pas ruiner le SDF du coin. Il s'en fout, il a rien. Donc, mais sinon, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde a un livret A, tout le monde a un petit PEL, tout le monde a... Épargne des ménages, 0. Si vous êtes confort avec ça, moi j'ai pas de problème. Hein. Moi ça me dérange pas. Je pense que si vous faites un petit référendum, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord. Il y en a qui voudront et qui seront d'accord. Mais non, il y en a pas qui voudront. Personne n'a envie de se faire ruiner. Enfin, non, se faire ruiner. Pas complètement. Non, pas se faire ruiner. Mais bon, il y en a plein. Il y a des gens qui n'ont. Voilà, il y en a qui me disent par exemple, moi là-dedans, j'ai que des dettes, j'ai que des prêts. Lui, si la banque s'effondre, qu'est-ce qui lui arrive? Il doit de l'argent à sa banque. D'accord, mais enfin, vous en avez combien là-dessus? Vous avez quand même l'essentiel de la population française. On vit bien en France. Hein, il y a plein de gens qui sont dans la rue, etc. Mais enfin, en grande majorité, on n'est pas malheureux. Hein.
On n'est pas ukrainien, on n'est pas, on n'est pas malheureux aujourd'hui. Donc, excusez-moi, mais vous ruinez quand même une très très grande partie de la population. Donc sur les 60, je sais pas combien on est, 70 millions ou 67 millions de Français, vous n'allez pas vous faire des copains, je peux vous dire. Mais alors voilà, mais si on revient donc à une monnaie nationale, c'est ce que tout le monde me dit sur le chat, on me dit mais si on revient à une monnaie nationale, imaginons alors donc on revient au franc, cette dette on la convertit en francs et puis justement on la paye en francs, allez, on s'en débarrasse. Ça aussi c'est possible. Oui, parce qu'on imprime justement, même, est-ce que c'est pas la solution même pour les autres, je dis ça pour la France, mais pour les autres pays européens, par exemple pour la Grèce, ils pourraient payer leur dette avec leur nouvelle monnaie. Imaginons ils reviennent à la drachme, et puis c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils en doivent trop ou... Parce qu'ils en doivent trop. De toute façon, ils ne peuvent pas la payer, que ce soit en euros ou que ce soit en drachmes. Ils peuvent pas la payer. Ils peuvent pas la rembourser. Donc on est pour une impasse si on ne peut pas payer. Non, alors, ils ne peuvent pas payer. Que ce soit en drachmes, que ce soit en euros, ils ne peuvent pas payer. Donc le problème de la Grèce, il est réglé. Maintenant, que vous me disiez, on pourrait sortir du système de l'euro et repartir sur des monnaies nationales avec peut-être une monnaie commune, comme l'écu, comme on a eu. Hein. C'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui a déjà existé. Et un système qui aurait en parallèle les monnaies nationales et l'euro pour les échanges voilà. Pourquoi pas? C'est une question dont on peut discuter. Que maintenant, ça règle vos problèmes de repasser au franc ou à la drachme ou à la pesette ou à la lyre, ça ne réglera pas vos problèmes. Ça vous laissera de toute façon une dette à rembourser, qui ne sera pas remboursable, mais qui ne l'était pas plus avant. Ça vous laissera une dette à rembourser et, bon, à la limite, comme ça vous permettra très probablement de fait de dévaluer en grande partie, ça vous permettra peut-être de relancer ponctuellement vos exportations. Sinon, aucun intérêt. Vous êtes dans un système où vous avez perdu toute possibilité de retour en arrière. Vous avez dépassé le point de non-retour. Donc, il y a un moment où, malheureusement, il faudra le prendre en compte et ça risque d'être compliqué. Quand vous êtes un ménage, vous êtes surendetté, d'accord? C'est-à-dire que vous avez perdu votre emploi, etc. Et vous avez, je sais pas moi, vous avez 2 millions d'euros de dette à la banque et vous êtes au RSA. Comment vous pensez que ça peut se passer? Quoi que vous fassiez, vous pouvez faire tous les artifices que vous voulez, vous devez 2 millions d'euros à la banque, d'accord? Et vous touchez 600 euros par mois. Bon, donc à peine de quoi vivre. Donc comment vous pensez que ça va se passer? Ben, ça va se passer de la façon suivante, c'est que on pourra vous restructurer votre dette, l'étaler sur 250 ans, etc. Et de toute façon, vous serez mort avant, donc rien à foutre. Et vous ne pourrez pas, quoi que vous fassiez, la rembourser. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, votre créancier va être obligé d'abandonner la dette. Oui. Bon. Sauf que quand c'est l'Islande et qu'il faut abandonner la dette qu'il y a sur 300 000 Pékins, c'est douloureux, mais c'est faisable. Quand il s'agit d'abandonner la dette d'un gars qui a perdu son boulot et qui représente un pouillème, 300 000, 400 000 balles, 500 000 balles ou même 2 millions d'euros, ça va. Quand il va falloir abandonner une dette qui fait 2700 milliards d'euros, ça va plus.
C'est tout. C'est une question d'arithmétique, hein, mais de base. Ça veut dire quoi? Les petits pays peuvent abandonner la dette alors, mais pas les genre Chypre. Évidemment. Évidemment. Enfin, je veux dire, Chypre, ça a coûté 20 milliards d'euros. On en a chopé quelques-uns dans les banques. L'Europe a prêté du pognon qui venait d'imprimer de 10 milliards d'euros parce qu'on s'est endetté pour payer Chypre. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas du pognon qu'on avait, hein. Donc on s'est tous endettés pour aller foutre 10 milliards à Chypre. Mais en plus on les donne aux banquiers, parce que c'est à qui qu'on les doit ces 10 milliards. Enfin c'est qui les prend concrètement? C'est pas l'État chypriote, c'est les créanciers de... Non, c'est un peu plus compliqué que ça à Chypre, mais peu importe. Le principe est le même, que ce soit aux banques ou que ce soit parce que les banques ont prêté à l'État ou que ce soit à l'État directement, de toute façon, le fait est qu'on a filé 10 milliards qu'on n'avait pas, d'accord, à Chypre. Et 10 milliards, c'est comme les 5 milliards de la Société Générale, c'est soutenable. Pour un pays qui fait 2000 milliards d'euros de PIB par an, 10 milliards, ça fait un peu mal, mais voilà, on le fait. Je vous dis, le jour où c'est un pays de plus grande importance, l'Espagne, l'Italie, la France, qui saute, là, c'est pas gérable. C'est pas gérable parce que le montant est tellement important que ça n'est plus gérable. Là, c'est tout. Donc, c'est purement une question arithmétique. Mais un pays pour arriver à un stade, par exemple, voilà, ou même l'Italie, elle peut arriver au stade de la banqueroute. On ne peut plus payer, quoi. Mais pour l'instant, on ne marche que sur l'illusion. C'est-à-dire qu'on vous dit, non, on n'est pas en faillite. Bon, bah, si vous le croyez, tant mieux. Mais vous êtes en faillite. Quand vous franchissez, en gros, quand vous franchissez les 100% de dette par rapport à votre PIB et que vous savez que de toute façon, vous n'aurez pas une croissance suffisante pour payer, je vous dis, ne serait-ce que les intérêts des emprunts, c'est fini. End of the game. Voilà. Mais pourtant, sur cette affaire islandaise, parce qu'essentiellement, c'était des créanciers britanniques et hollandais. Mais arrêtons de parler de l'Islande. Je vous dis, c'est un pouillème. C'est comme si vous me disiez, oh merde, l'ouvrier de chez Renault à côté, il peut plus payer son emprunt. On va être obligé de faire un write-off de son emprunt. On s'en fout. C'est pas le problème. Ça va pas nous empêcher de vivre. Bon, je vous dis, vous me devez 1000 euros et je vous dis, bah, vous pouvez plus les payer. Je vous fais un write-off sur vos 1000 euros. Ça va pas m'empêcher de vivre. D'accord ? Si vous me devez 1 million d'euros, déjà ça va beaucoup plus m'emmerder. C'est tout. Donc c'est une question de proportion. C'est simple à comprendre. Donc arrêtons de mettre en exemple l'Islande en disant ah, c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux. Ils ont dit leur dette était détenue principalement par les Anglais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit allez vous faire foutre. Ouais, voilà. Oui, d'accord. Mais alors évidemment, comme les Anglais, ça représentait quand même pas grand-chose pour eux. Ils ont un peu couiné, mais ils se sont assis dessus. Si c'était nous qui avions dit ça à un de nos gros créanciers, ça ne serait pas passé de la même façon. Parce que les sommes en jeu sont incommensurablement plus grandes. C'est tout. Ça, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Hein. Non, bien sûr. Mais c'est de l'argent, on leur dit, mais de toute façon, on ne pourra pas le rembourser. C'est ça qui est contradictoire, je trouve. C'est le fait de se dire, de toute façon, on ne pourra pas vous rembourser. Puisque mais tant que vous tenez, tant que vous faites illusion, le jeu continue. Ah, voilà, ok, d'accord. Parce que c'est un peu comme un théâtre. Alors, on continue l'acteur, mais jusqu'au moment, les acteurs, à un moment donné, ça va s'arrêter, puisqu'on sait que ça ne pourra pas être... Non, c'est comme un Monopoly. Comme un Monopoly jusqu'à... Exactement comme un Monopoly. Je suis le banquier. D'accord ? Si vous n'avez pas envie que le jeu s'arrête, à chaque fois, vous vous faites rincer. C'est le troisième personnage qui est là, qu'on ne voit pas, mais c'est un pur esprit, il est là. Et le troisième personnage détient tous les hôtels,
les plus chers, rue de la Paix, etc. À chaque fois que vous passez dessus, vous vous faites rincer. D'accord ? Et à chaque fois, vous tournez vers moi, banquier du jeu, et vous me dites, recave-moi. D'accord ? Et je vous redonne des billets que vous allez vous faire rincer le tour suivant. Tant que je vous file des billets, le jeu continue. D'accord ? Même si vous êtes totalement ruiné, on le sait, etc., votre dette vis-à-vis de la banque continue à augmenter. D'accord ? Ça n'empêche que vous êtes ruiné. Et qu'au moment où je vais vous dire, moi banquier, non, je ne te prête plus rien, c'est fini. Et là, vous avez de fortes chances d'avoir une paire de gros bras qui arrive et qui vous dit, par ici la monnaie. Et comme vous ne pouvez pas lui rendre, vous allez avoir des ennuis. Faut essayer d'imaginer les choses autrement. Aujourd'hui, vous êtes exactement dans un jeu de Monopoly, où vous êtes exactement dans le jeu du type qui arrive au casino, il a des sous, il les perd, et à chaque fois qu'il perd, il va voir un usurier qui lui prête du pognon, imaginons que que ça dépende du casino, en lui disant je te prête de l'argent, mais tu me fais une reconnaissance de dette. Voilà. Tant que le casino va lui prêter de l'argent et que le gars va signer des reconnaissances de dette, tout va bien. À un moment, il est quand même plus que probable que n'arrivant pas à gagner de l'argent, il y a un moment où le casino va lui envoyer deux gars un peu baraqués avec des battes de baseball qui vont lui expliquer la vie. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas rembourser, tout le monde le sait, d'accord ? Et tout le monde continue le jeu parce que personne n'a envie que ça s'arrête. Parce qu'on sait très bien que quand ça va s'arrêter, malheureusement, on va avoir des ennuis. Parce qu'on nous dit, voilà, est-ce que le banquier a intérêt à dire le jeu est fini ? Est-ce que le banquier, c'est pas son intérêt justement de continuer tout le temps le jeu finalement ? Et évidemment que c'est son intérêt, mais c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est exactement ce que font les États aussi. Ils n'ont pas intérêt à vous dire on est en faillite. Ça peut se finir mal. Donc ils continuent à faire illusion. Ils continuent à faire des jolis discours, ils continuent à faire du marketing en espérant que ça tienne le plus longtemps possible. Simplement, le réveil va être compliqué. C'est tout. Parce que au fur et à mesure, on continue à vous endetter, on continue, nous, à signer des reconnaissances de dette, et à un moment ou à un autre, il est possible que ça se finisse très mal. Exactement comme dans le cas du casino. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et il faut arrêter de penser que des mini-cas comme l'Islande soient reproductibles. C'est faux, c'est archi faux. C'est toujours on essaie de prendre des espèces de petits exemples comme ça et de penser que ça peut s'appliquer à des gros exemples comme les États-Unis ou comme la France ou comme le Japon ou comme les autres pays européens. Non, ça ne marche pas de la même façon. Vous ne pouvez pas étendre la formule qui s'est passée en Islande à celle qui va se passer dans ces pays-là, dans ces gros pays-là, parce que les sommes en jeu ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est tout. Voilà, parce que voilà, on me dit évidemment une bonne guerre et on efface tout, et ça c'est la solution radicale, c'est pour effacer toutes les dettes. Mais oui, mais parce que c'est une possibilité, et puis c'est comme ça quand même que plusieurs fois dans l'histoire, ça s'est fini, oui. C'est une possibilité, c'est pas souhaitable, loin de là, mais c'est quand même une des conséquences possibles, malheureusement. Alors,
Parce que justement, alors il y a pas mal de questions, il faut que je remonte un peu parce que j'ai vu. Voilà, on me dit les intérêts sont bien là pour le risque de défaut. C'est vrai qu'à la base, c'est plus ça la justification de l'intérêt. Se dire, bon, bah, s'il me paye pas, au bout d'un moment, j'aurais gagné suffisamment d'argent. Ou c'est bien ça. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a payé, les pays en difficulté, l'Espagne, l'Italie, etc., empruntaient à des taux de 7, 8, 10, 15%, tout simplement parce que il y avait un risque majeur de défaut. Voilà. Alors, il y a des aberrations. Bah oui, parce que 15%. Nous, en dessous de 2%. Alors qu'on est en faillite, c'est une aberration. Et que des gens acceptent de prêter à la France à moins de 2%, c'est une aberration totale. Bon, mais c'est comme ça fait partie de ces aberrations du marché. J'ai peur que ça ne dure pas très longtemps, mais enfin bon, pourquoi pas. C'est un peu comme à la même époque où on exigeait des États-Unis qu'ils montent leur dette et des Grecs qui l'abaissent. Enfin, on a du mal à comprendre c'est quoi la logique de ça, parce que quelle logique? Pour nous, on n'a jamais exigé que les Américains montent leur dette. Quand je dis on exigeait qu'ils montent leur dette, c'est-à-dire le débat chez eux justement sur la dette, c'était il faut monter la dette, qui n'a aucun intérêt. Il y a un truc technique qui dit que on ne peut pas remonter une espèce de barrière, mais qui est purement technique, du niveau de dette sans passer par le Congrès. Bon, voilà, on passe par le Congrès. C'est comme si demain on disait au-dessus de 2700 milliards d'euros, on est obligé de demander la permission à l'Assemblée. Ouais, d'accord, ok, on demande la permission à l'Assemblée, mais très souvent d'ailleurs ce seuil est dépassé largement depuis déjà un moment, quand on demande au Congrès la permission de le dépasser. Enfin, c'est juste un truc technique qui n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que la Grèce a eu autant de soucis? Tout simplement parce que la Grèce a zéro croissance, d'accord, zéro croissance, et que la Grèce est endettée à 171% de son PIB et qu'on sait très bien qu'avec la croissance qu'ils ont, c'est-à-dire zéro, elle est même négative, ils sont en récession, ils ne pourront jamais ni payer les intérêts de la dette, ni rembourser la dette. Donc, pareil, end of the game, c'est fini. Parce que même pour les Grecs, concrètement, la seule solution, c'est de sortir de l'euro. Il n'y a pas d'autre solution. Non, c'était de sortir de l'euro. Ah, maintenant, maintenant. Mais ils ont tout vendu. Maintenant, c'était quand je l'ai dit, c'est-à-dire il y a 4 ans qu'il fallait le faire. Maintenant, malheureusement, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que s'ils sortent de l'euro maintenant, ça va pas les relancer beaucoup d'ailleurs. Ils ont tout vendu. Non, ils n'ont pas tout vendu, il ne faut pas exagérer. Le port de Pirée. Oui, le port du... Et quoi la société d'électricité, il y a eu une société d'armement. Oui, mais d'accord. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas tout vendu, il ne faut pas exagérer non plus. Vous avez beaucoup d'annonces et pas beaucoup de réalisations derrière. Et le problème, si vous voulez, c'est quand vous arrivez, mais comme nous, quand vous arrivez à être dans des pays qui sont mal gérés et qui sont en faillite notoire, eh ben, vous vendez les bijoux de famille parce que vous avez de toute façon pas les moyens de dire non. C'est-à-dire que quand vous avez les Qataris qui sont en train de tout racheter en France, les hôtels, les machins, etc., vous dites oui, même si c'est une connerie, mais vous dites oui. Quand vous avez quelqu'un qui veut vous racheter Alstom, vous dites oui aussi, parce que de toute façon, vous n'avez pas les moyens de dire non. Quand
vous êtes ruiné, vous avez juste les moyens de fermer votre gueule, c'est tout. Vous n'avez pas les moyens d'aller faire le mariole en disant c'est moi le plus fort. Donc ça, Montebourg, il sait très bien le faire, mais c'est juste du cirque, c'est juste du cinéma. Aujourd'hui, on a les moyens de fermer notre gueule, c'est tout. Et donc on vend, oui, parce que il y en a qui ont du pognon encore, et donc nous on n'en a pas, et donc on n'a pas les moyens de dire non, c'est tout. Donc bon, on vend. Et vous avez les Grecs qui vendent aussi, mais faut pas imaginer que quand vous vendez, en plus, une société électrique ou vous privez évidemment des impôts qui rentraient tous les ans et du résultat de la société qui rentrait tous les ans. Alors vous faites un coup ponctuel, vous récupérez X milliards d'euros. Ok, ouais, d'accord, mais l'année N+1, il se passe quoi ?